Je vais donc tout d'abord commencer par présenter un peu Patrimoine sans frontières, dont je suis le vice-président. Donc, non, ça ne marche pas du tout, ça. Voilà. Donc, Patrimoine sans frontières est une organisation de solidarité internationale, culturelle et humanitaire, qui a été fondée en 1992, à l'époque à l'initiative de Jack Lang, qui était ministre de la Culture, et de Christian Dupavillon. Elle a été présidée au départ par François Bloch-Lenné, puis par Frédéric Edelman, puis par Béatrice de Durfort. Actuellement, elle est présidée par Henri Simon. Alors, Patrimoine sans frontières s'intéresse au patrimoine, à la préservation et la défense du patrimoine, en particulier les patrimoines en déshérence, les patrimoines oubliés et les patrimoines victimes de conflits ou de catastrophes naturelles. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas une organisation qu'on puisse comparer ni à l'UNESCO ni à l'ICOMOS. Nous sommes une petite ONG. Par contre, nous essayons de travailler dans un créneau bien particulier et notre action se focalise essentiellement sur 3 points principaux. Alors, tout d'abord, associer la sauvegarde du patrimoine et la recomposition du lien social. Pour nous, pour dire les choses simplement, on ne s'intéresse pas aux vieilles pierres en ce qu'elles sont vieilles pierres. Ce qui nous intéresse, c'est réellement la liaison du patrimoine à la société et ce que signifie ce patrimoine par rapport à la société. Le deuxième point sur lequel nous insistons beaucoup, c'est essentiellement intervenir à la demande et en liaison avec les populations locales. Nous n'avons pas du tout une attitude qui vient de l'extérieur donner des leçons. Nous n'intervenons jamais lorsqu'il n'y a pas dans un pays où on veut travailler ou dans une société où on veut travailler, où il n'y a pas d'interlocuteur local ou de répondant local qui soit là et qui soit lui-même l'élément dynamisant essentiel. Et le troisième point qui un peu caractérise notre action, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. Ce n'est pas la peine d'aller se battre avec des organisations beaucoup plus importantes que nous, etc. Et ce n'est pas utile non plus. Nous pensons que notre rôle, c'est plutôt d'aller défricher des territoires où les autres organisations ne vont pas. Alors, la première action que Patrimoine a démarré dès sa constitution, c'était la question de la reconstruction du centre-ville de Beyrouth. À l'époque, la société libanaise se réveillait d'une longue guerre et en gros, au niveau libanais, là, il y avait une sorte d'amnésie collective. Les gens ne voulaient plus entendre parler de rien. C'était la reconstruction, occupons-nous de l'avenir, occupons-nous de reconstruire. Même chose au niveau international. Je veux dire, tout le monde disait, voilà, c'est fini, la guerre est finie, maintenant il faut reconstruire, c'est très bien. Bon. Il y a eu un projet qui a été lancé à l'époque pour la reconstruction du centre-ville de Beyrouth qui était basé sur une véritable table rase urbaine qui démolissait le centre, etc. Et c'était lié d'ailleurs à l'amnésie collective. Il y a eu un groupe d'intellectuels libanais qui s'est inquiété justement des conséquences de ce projet sur la mémoire de la ville, sur le patrimoine urbain, etc. Ils ont donc sollicité Patrimoine sans frontières et Patrimoine sans frontières a lancé une activité, une sorte de campagne internationale pour alerter sur les conséquences de ce projet et sur les dangers et les menaces que ce projet faisait peser non seulement sur le patrimoine bâti mais sur l'âme même de la ville, puisque le centre-ville de Beyrouth était avant-guerre le lieu de rencontre, un lieu où se rencontraient les différentes classes sociales, etc. etc. Bon.
Nous ne prétendons pas que cette campagne internationale a réussi à transformer ce projet. Simplement, ce qui est important, c'est que nous avons simplement, par notre action, donné à ces inquiétudes locales, à ces voix locales qui s'inquiétaient des conséquences de ce projet, nous leur avons donné une sorte de plateforme internationale, une sorte d'écho international, qui a permis, en gros, de remettre la question du patrimoine au cœur même du débat sur la reconstruction. Et comme le disait François tout à l'heure, ça a permis de poser la question de la destruction du patrimoine en dehors du centre-ville, dans les autres quartiers de la ville. Et ça a fait qu'aujourd'hui, effectivement, la question du patrimoine est devenue une des questions principales qui anime la société civile au Liban. Il y a tout le temps des manifestations, des débats, des discussions sur la préservation du patrimoine au Liban. Bon, cette fonction d'alerte que nous avons eue sur Beyrouth était un peu particulière. Je pense qu'elle n'est pas loin de ce qui risque d'arriver en Syrie après la guerre. Je veux dire, la reconstruction de Homs et la reconstruction d'Alep risquent d'aboutir exactement à ce type de questionnement et à ce type de problème. Bon, cette fonction d'alerte, nous l'avons continuée, bien évidemment, dans d'autres cas. Essentiellement, bon, vous voyez ici plusieurs alertes. Nous avons constitué une cellule veille qui continue à travailler et qui alerte sur les situations de patrimoine en péril, que ce soit en Irak, en Syrie, en Libye, à bâtir en Palestine, et puis dans d'autres cas, ça ce sont des cas de patrimoine en danger dû à des conflits. Bien évidemment, ce n'est pas le seul type d'action que nous menons. Les fonctions d'alerte, il y en a beaucoup, il y a d'autres associations beaucoup plus importantes et beaucoup plus prestigieuses qui mènent ce type d'action. Nous avons également des actions d'intervention sur le terrain. Je vais donner quelques exemples qui peuvent être intéressants. Bon, j'ai sélectionné un certain nombre d'exemples. Le premier exemple, c'est encore au Liban. C'est dans un petit village de la montagne libanaise qui s'appelle Salima. Salima est un village mixte, chrétien et druze, qui a connu pendant la guerre des massacres effroyables, des deux côtés d'ailleurs, et des déplacements de population. Et en même temps, c'est un village qui a un patrimoine bâti et paysager remarquable, avec des pinèdes extraordinaires et un patrimoine vernaculaire extrêmement intéressant. 10 ans après la guerre du Liban, ce village n'avait pas encore été reconstruit, parce qu'il y avait des problèmes de réconciliation et que la reconstruction était liée à la réconciliation des populations qui avaient vécu le traumatisme de ces massacres successifs et de ces déplacements de population. Nous avons été sollicités par un groupe de Libanais comportant des architectes, des sociologues, des ONG, qui avaient commencé à travailler avec les habitants de Salima pour aider à reconstruire le village tout en préservant les qualités patrimoniales du lieu. Et ils se sont très vite rendus compte que travailler pour la reconstruction du patrimoine tout seul ne suffisait pas et qu'il fallait allier à ça, quelque part, un travail sur la réconciliation des populations. Alors, nous avons intervenu de différentes manières. Nous avons d'abord organisé des ateliers en été, des ateliers internationaux avec des jeunes libanais et arabes et européens qui sont venus passer 3 semaines à Salima. Alors la première fois, on a travaillé sur une sorte d'état des lieux du patrimoine. On s'est très vite rendu compte d'une chose importante, c'est que le patrimoine historique à Salima, ce qu'on peut appeler le patrimoine monumental, était un terrain de conflit. L'histoire était terrain de conflit, parce que c'est dans l'histoire c'est dans la mémoire de cette histoire que les antagonismes
communautaire allait essayer de retrouver une sorte de racine. Et donc, on s'est très vite orienté vers essayer de travailler sur comment retrouver une mémoire partagée. Et pour retrouver une mémoire partagée, il fallait essentiellement se concentrer sur la dimension symbolique du quotidien. Parce que le quotidien rassemble. L'histoire est sujet à division, le quotidien rassemble. Et c'est là qu'on a retrouvé, par exemple, qu'à Salima, il y avait plus d'une dizaine de magnaneries qui avaient été construites au XIXe siècle, au début du XXe, qui étaient abandonnées et qui avaient un travail possible sur ces magnaneries. Nous avons retrouvé également que dans ce village, il y avait 14 fontaines, dont la majorité avait été soit oubliée, soit abandonnée, soit tarie. Et donc, la deuxième année, nous avons lancé un projet sur les fontaines, avec la participation d'artistes libanais essentiellement, et un chantier de travail international de jeunes, avec une intervention artistique où nous avons réhabilité certaines fontaines, retrouver et remettre en marche d'autres fontaines. Vous avez là, par exemple, cette fontaine que vous voyez là à gauche, qui était totalement tarie, et on a réussi à la retrouver. Donc ça a été important, parce que vous savez quelle est l'importance de l'eau dans nos sociétés, et ça a été l'occasion de rassembler le village autour des fontaines. Bon, évidemment, il y a eu toute une sorte aussi de réconciliation festive, etc. Et le fait qu'on avait justement des étudiants étrangers, des intervenants étrangers, il y avait une sorte de neutralité par rapport aux divisions du village qui permettait de pouvoir agir. Je ne prétends pas non plus que nous avons réussi à complètement résorber et créer une réconciliation dans le village, mais quelque part aujourd'hui, peut-être grâce à ces différentes actions en partie, on a participé à en faire un village comme les autres. La deuxième intervention dont je voudrais parler rapidement, c'est une intervention qu'on a faite dans Biélorussie, dans les territoires contaminés par Tchernobyl. Là aussi, ça a été une intervention qui a été à la demande d'un groupe qui s'appelait CORE, qui était un groupe de médecins et d'agronomes qui travaillaient avec la population locale pour essayer d'inciter aux bonnes pratiques, c'est-à-dire comment se nourrir, comment boire, quoi manger. Et très vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros problème qui se posait, c'était l'oubli. Les gens voulaient oublier la mémoire de la catastrophe. Et surtout au niveau des jeunes générations, les jeunes générations ne voulaient plus du tout entendre parler ni de la catastrophe, ni des territoires contaminés. Et c'est vrai, quand on est parti là-bas, qu'on s'est rendu compte, vous regardez ces superbes forêts, par exemple, qui sont là. Comment imaginer que la menace est tapie dans la forêt? Bon, dire aux gens, il ne faut pas aller cueillir des champignons, il ne faut pas manger les champignons, il ne faut pas manger des baies qui viennent de la forêt. Quand on voit cette nature si belle et si créative et cette production, et expliquer aux gens qu'il ne faut pas toucher, non, attention, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire. C'est très difficile à partir du moment où la mémoire est partie. Alors, notre travail a été un peu difficile. Ça a été un travail d'essayer de reconstituer la mémoire de la catastrophe. Sauvegarder le patrimoine et la mémoire collective des villages disparus. Essayer de rassembler des témoignages, une exposition qui a été présentée à l'occasion des 20 ans de la catastrophe à Braguine. En même temps, on a publié un ouvrage, on a travaillé avec la population, non pas pour leur dire « attention, c'est horrible cette mémoire », mais simplement leur dire « attention, ça existe, et si vous voulez survivre, il ne faut pas oublier ». Le deuxième point qu'on a fait, on a travaillé avec les enfants, parce que évidemment chez les enfants c'était un gros problème. On a essayé on a travaillé sur la création de contes
sur le nuage de Tchernobyl. On a travaillé dans plusieurs pays et ça a été un travail avec les enfants de Biélorussie, mais d'enfants d'autres pays qui ont tous travaillé sur l'idée du nuage et du monstre, etc., et comment se protéger et tout. Et ça a été présenté à des festivals de contes et on a publié un ouvrage et un DVD. La troisième expérience dont je voudrais parler, c'est la restauration de l'église du Saint-Sauveur à Prizren, au Kosovo. L'église du Saint-Sauveur est une superbe, vraiment un bijou qui date du XIVe siècle, une petite église serbe, avec toute la tradition byzantine et serbe. Elle était située à Prizren. Alors Prizren est une ville aussi qui était mixte, une petite ville mixte kosovare et serbe. Et avec les affrontements communautaires, la communauté serbe a été chassée de Prizren et l'église a été brûlée. Bon, nous avons intervenu là à la demande de l'UNESCO. C'était un projet qui était financé par l'UNESCO. Et donc, notre travail a consisté essentiellement... notre travail a consisté essentiellement, tout d'abord, à revaloriser les matériaux et les techniques traditionnelles. On a travaillé avec des artisans locaux du village et de la région, en essayant de retrouver et les matériaux traditionnels et les techniques traditionnelles. Alors, l'église avait de superbes fresques qui avaient été brûlées. Donc, on a amené des experts français qui sont venus passer un mois à Prizren pour réhabiliter les fresques et initier les experts locaux aux techniques de réhabilitation durable des fresques, parce que vous savez que maintenant la réhabilitation des fresques, ce n'est plus... il y a des techniques durables et des techniques non durables. Et ensuite, surtout, le point le plus important, c'est que en faisant travailler les acteurs locaux, donc les habitants, les artisans, etc., on a fait prendre conscience que ce patrimoine qui est serbe est en fait un patrimoine partagé. Et c'est aussi un patrimoine kosovar. Et c'est vrai que l'église est devenue un lieu que tout le monde visite, que tout le monde voit, etc. Et c'est devenu un peu une sorte de fierté pour les gens de Prizren, alors qu'au départ, c'était le patrimoine des Serbes, ça ne nous regarde pas. Le dernier projet dont je veux parler, c'est un projet que nous avons démarré en 2012, qu'on appelle Patrimoine en partage. C'est une sorte de pédagogie du patrimoine culturel destinée aux jeunes enfants et aux jeunes adolescents et aux jeunes lycéens. Nous avons commencé, alors c'est en fait une sorte d'apprentissage de la citoyenneté. Nous avons commencé ce projet donc en 2012. On a travaillé essentiellement au début, la première expérience qu'on a menée, c'est avec des classes d'accueil. Vous savez ce que c'est les classes d'accueil? C'est les classes qui accueillent les primo-arrivants, c'est-à-dire des enfants, des jeunes et des adolescents qui viennent en France, qui souvent ne parlent pas français, etc. Donc il y a des classes d'accueil de l'éducation nationale qui accueillent ces enfants, ces adolescents, ces jeunes et qui avec un apprentissage de la langue française, etc., avant de les transporter, avant de leur permettre de passer dans le cycle normal d'éducation. Alors, là aussi, ce sont des professeurs, des enseignants qui sont rendus compte de l'importance dans ces classes-là, que les enfants arrivent à s'exprimer et à exprimer un peu ce qu'ils portent avec eux, ce qu'ils amènent avec eux. Et donc on a élaboré tout un système, toute une méthodologie basée au départ sur l'idée que chaque enfant vient avec un élément
qu'il peut amener avec lui, qui fait partie de son patrimoine familial, de son patrimoine culturel, etc., qui le présente, qui travaille à la classe, qui travaille avec... Toute la classe travaille sur ce patrimoine. Et avec ça, on a des enfants de différents horizons. Chacun vient avec son élément patrimonial, puis la classe travaille tout ensemble là-dessus. C'est important parce que ça leur permet de comprendre que ce patrimoine est un patrimoine partagé. Alors ça a été une expérience extrêmement intéressante que nous avons mené ça dans une dizaine de classes en Seine-Saint-Denis et l'année prochaine on va monter à une vingtaine de classes comme ça. Alors bon, on essaye d'exporter, enfin de transporter cette expérience ailleurs. On a des contacts en Afrique, on a des contacts en Amérique latine, on a des contacts à Tripoli et au Liban, et on a essayé de penser à travailler avec les enfants syriens réfugiés au Liban. Nous pensons que c'est important, c'est un point qui pourrait avoir une importance pour les enfants syriens réfugiés au Liban. Le problème, c'est qu'on a des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui va aux réfugiés syriens, mais cet argent est essentiellement orienté vers ce qu'on appelle les choses d'urgence, les besoins de premier ordre, c'est-à-dire la nourriture, les habits, l'habitat, etc. Et quand on parle de patrimoine, on nous rigole un peu au nez en nous disant « ouais, mais ça c'est secondaire, ça viendra après ». Nous ne pensons pas que le patrimoine soit secondaire et vienne après. Nous pensons que c'est un élément essentiel et sans cet élément-là, tout le reste, à notre avis, n'a pas tellement de sens. Merci. Merci beaucoup. Merci Jeanne.